Bienvenue, je suis toujours Jérôme Mérand, rédacteur chef de Machine Production, et comme vous le voyez, je suis équipé d'un exosquelette. Et celui-ci a la particularité d'être motorisé. À mes pieds, un carton d'une dizaine de kilos, je vais tenter de soulever avec l'exosquelette. C'est fascinant, car j'ai vraiment l'impression que ce carton pèse moins de 10 kilos. Alors, si vous voulez tout savoir sur l'utilisation des exosquelettes en entreprise, I'll be back. Alors, je suis ravi d'accueillir sur notre plateau de MP l'émission Lionel Giovanelli. Vous êtes expert en nouvelles technologies d'assistance physique à la SNCF. Bienvenue. Merci. Et Louis Darfeuille, vous êtes responsable pour la France de German Bionic, responsable commercial. Tout à fait. Bonjour. Alors, Lionel, existe-t-il déjà plusieurs types d'exosquelettes? Alors oui, il y a plusieurs types d'exosquelettes. Donc on peut qualifier les exosquelettes en fonction de leur type d'assistance, par exemple passif ou actif, en fonction de leur structure, s'ils sont rigides ou souples, donc textiles. On peut les qualifier par rapport aux fonctions, par exemple un exosquelette pour de la manutention, un exosquelette pour assister les bras au-dessus de la tête. On peut les qualifier par rapport aux articulations. On peut les qualifier aussi par rapport aux mouvements qui vont être assistés par l'exosquelette. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la différence entre un exosquelette passif et actif? Un exosquelette actif, c'est un exosquelette qui est motorisé. Donc, à un moment donné, il y a une source d'énergie, il y a un système qui permet effectivement de déterminer quand assister, quel niveau d'assistance, etc. Et qui fait que c'est un moteur, c'est un vérin, peu importe, qui va permettre de donner l'assistance. Un exosquelette passif, c'est différent puisque c'est une histoire de ressort ou d'élastique. Et donc, en fonction des mouvements que l'on va faire, on va tendre le ressort ou tendre l'élastique et il va nous restituer l'énergie. Et là, on est plus dans des exosquelettes qui vont lutter contre la gravité. D'accord. Alors Louis, dans quelle catégorie votre exosquelette se situe? Donc nous, on fait un exosquelette qui est actif. Voilà. Alors, décrivez-nous votre exosquelette. Donc voilà, donc nous, notre produit, c'est un exosquelette actif, donc robotisé, donc pour le port de charges lourdes en entreprise. Notre exosquelette, il va principalement protéger et maintenir le dos dans une position sécuritaire. Et nos moteurs qui sont au niveau du bassin vont aider les utilisateurs quand ils vont se baisser, se relever ou faire du travail avec de la flexion prolongée. Donc notre exosquelette va principalement servir à des personnes qui vont manipuler des charges entre le sol et la poitrine ou en hauteur jusqu'au sol. D'accord. Et quel poids pèse-t-il cet exosquelette? Notre exosquelette pèse un peu moins de 7 kg. 7 kg, d'accord. Alors, en dehors du bien-être du salarié qui se fatiguera moins à la tâche, on imagine que l'exosquelette va accroître la productivité globale, limiter les absences, diminuer les coûts d'accident. Vous confirmez, Lionel, tous ces bénéfices qu'on peut attendre d'un exosquelette? Oui, mais je pense qu'il faut être vigilant dans le sens où, pour moi, la productivité ne doit pas être un objectif pour choisir un exosquelette. Si on fait ça, ça ne marchera pas. En revanche, qu'il y ait des conséquences et des bénéfices en lien avec la productivité, ça peut arriver et pourquoi pas. En revanche, un exosquelette, qu'est-ce que c'est? Alors, s'il est passif, c'est un dispositif d'assistance physique. S'il est actif, c'est un robot d'assistance physique. Et dedans, il y a le terme d'assistance physique. Qu'est-ce qu'une assistance physique? Et ça, c'est important de bien le comprendre parce qu'on est là pour assister ce qui est physiquement contraignant ou physiquement difficile. Et je crois que c'est là-dessus, il faut être très vigilant pour l'instant pour éviter d'avoir, je prends un exosquelette, j'augmente la productivité et voilà. Donc ça, il faut éviter. Dans le terme de dispositif ou de robot d'assistance physique, il y a le terme assistance physique et il faut bien pour l'instant considérer ces systèmes comme des systèmes d'assistance physique. Pour moi, ce n'est pas encore un EPI, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une machine, ça doit rester un robot ou un dispositif d'assistance physique. Et c'est ça qui va permettre justement de l'intégrer correctement. Mais les bénéfices qu'on peut en attendre, ce sont quoi les principaux Moins de traitement, moins d'efforts, donc moins de fatigue. Le retour sur le risque TMS, il n'est pas prouvé scientifiquement. Donc là, il faut encore attendre quelques années pour avoir plus de données. Il peut y avoir éventuellement un retour sur la productivité, mais ça, je pense que c'est au cas par cas. En revanche, moi, je prends toujours un exemple qu'on a chez nous. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un exosquelette qu'on va remplacer plus de semelles de frein, puisque de toute façon, les semelles de frein à remplacer, on le fait suite à expertise. Donc, quelque part,
Le gain sur la productivité, on peut pas en parler. Mmh. En revanche, effectivement, l'agent, il sera moins fatigué puisqu'il sera assisté sur le remplacement des semelles de frein. Donc, eh ben, quelque part, il fera un travail de meilleure qualité, il pourra plus faire du contrôle, etc., etc. D'accord. Louis, vous voulez compléter sur les bénéfices d'un exosquelette? Oui, bah, c'est comme ce que Lionel disait, nous, comme on a un exosquelette qui est actif et donc motorisé, on va observer qu'en effet, en fonction des process, on va obtenir tentant soit une productivité équivalente, voire des gains. C'est comme si vous travailliez avec un vélo électrique au niveau du dos. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit on fait le travail qu'on faisait habituellement, sauf que du coup on utilise moins d'énergie, c'est moins pénible, ou on peut faire ce qu'on fait habituellement de façon un peu plus rapide. Mais ça, c'est au cas par cas et ça dépend des process. C'est pas valable dans toutes les entreprises. Et après, surtout, ce qu'on va aller Heu, cibler en entreprise, c'est vraiment rendre des tâches pénibles, le moins pénibles possible et le moins contraignantes pour les, manutentionnaires. Rendre les tâches pénibles le moins pénibles possible. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Merci pour ces premières précisions. Ah, vous avez peut-être une autre précision à nous Juste apporter? une Allez-y. petite précision qui est, pour moi, est importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la contrainte, elle ne varie pas. La charge de 25 kilos, eh ben, elle restera toujours 25 kilos. En revanche, ce qu'on va assister, c'est l'effort, pas en partie l'effort, pour soulever cette charge. Ça, c'est bien, parce que la contrainte, elle sera toujours là, en fait, hein. Merci pour ces précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors, Lionel, quelles sont les démarches à suivre avant d'intégrer son exosquelette dans son entreprise? La démarche d'intégration qu'il faut mettre en œuvre, pour intégrer un exosquelette en entreprise, elle est fondamentale, elle est très importante. On a beaucoup travaillé au niveau de l'AFNOR, on a publié une norme, la NSX 35800 en août 2023, qui permet justement de proposer cette démarche d'intégration qui part de l'étude d'opportunité, de se dire: «Bah, ça serait intéressant peut-être d'utiliser un exosquelette», jusqu'au REX, donc au retour d'expérience au bout d'un certain temps. Et il y a toutes les phases qui sont décrites. Donc je pense que ça, c'est très important de se plonger dedans et de se faire une synthèse. Pour moi, le plus important, c'est au départ, c'est quelles sont les contraintes physiques? Quelles sont les contraintes du poste? Donc il y a toute une étude à faire au départ, parce que si on arrive à bien identifier et qualifier ces contraintes physiques, on va pouvoir dire: «J'aurai besoin de quelque chose qui va m'assister physiquement», qui peut être un exosquelette, mais on va d'abord réfléchir pour trouver une solution qui n'est pas exosquelette. Et si on ne trouve pas de solution qui n'est pas exosquelette, eh ben, on peut se poser la question d'un exosquelette. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va faire une expression de besoin, un cahier des charges, on va regarder ce qui existe sur le marché. Et après, ben, c'est comme tout le matériel que l'on recherche, eh ben, il faut essayer, il faut faire des tests, il faut expérimenter sur des petites périodes, sur des grandes périodes. Il faut accompagner toute la démarche, présenter toute la démarche aux agents, parce que c'est eux qui vont quelque part l'utiliser. Et une fois que, bah, effectivement, que ça se passe bien et que tout est validé, que tous les voyants sont au vert, on peut dire: OK, on valide cet exosquelette. On peut l'acquérir, on peut le déployer, faire un accompagnement qui est important sur une longue durée. Et tout ce travail d'intégration d'exosquelettes doit être fait par un groupe pluridisciplinaire, c'est-à-dire bah, les agents, les hiérarchiques, les méthodes, les ergonomes, les correspondants sécurité, les médecins bien entendu, les représentants des instances représentatives du personnel, Ouais, bien voilà. entendu. Voilà. C'est un groupe de pilotage qui doit être mis en œuvre de façon, parce que c'est une nouvelle techno. Et cette nouvelle techno, ça ne se fait pas facilement. Il faut rentrer dans une démarche qui est très bien décrite par l'INRS d'ailleurs, il y a quelques années, sur la démarche d'intégrer le processus d'acceptabilité, d'acceptation. Et voilà, il faut accepter de rentrer dans ce jeu-là. Ça demande du temps, mais c'est nécessaire, sinon ça ne marchera pas. Et si on est une TPE, on peut aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde là qui sont inclus dans cette démarche-là pour intégrer un exosquelette. Si on est une TPE avec très peu de personnel, est-ce qu'on est aidé, accompagné peut-être Bah, pour, alors déjà, je pense que si on est une petite entreprise, de toute façon, on est affilié à un service médical du travail. C'est notamment les services de santé interentreprise. Ils ont des préventeurs ou des ergonomes, donc ils peuvent aider par rapport à ça, c'est pas un souci. Et puis, moi, j'attends beaucoup à la SNCF, hein. Moi, j'ai beaucoup de fournisseurs et de fabricants distributeurs qui sont au contrat cadre. J'ai à peu près 70 solutions, hein, qui sont au contrat cadre. Moi, j'attends beaucoup aussi de la part des fabricants distributeurs d'avoir ce rôle de conseil. Pour moi, avant tout, comme je dis aux fabricants distributeurs, vous n'êtes pas là pour vendre un exosquelette. Vous êtes là aussi pour accompagner les établissements et les acteurs sur le terrain pour dire, ben voilà, vos contraintes, c'est ça, voilà ce qu'on peut proposer, voilà ce que l'on peut faire. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on est là juste pour vendre, ils vont vendre une fois, mais comme ça ne marchera pas, ils ne vendront pas deux fois. Donc, ce qui est important, c'est cette notion de conseil.
entre 2015 où on a commencé à travailler à l'AFNOR et maintenant, les fabricants distributeurs ont complètement changé leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient là pour dire, bah voilà, ça diminue ça augmente la productivité, ça diminue le risque TMS, etc. Alors qu'il n'y avait aucune preuve. Les produits n'étaient pas adaptés. Je parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans. Euh, Ils ont complètement changé et ils ont compris cette notion d'accompagner l'entreprise. Parce que s'ils font un bon accompagnement et que ça marche bien, bah, quelque part, les agents sont contents, l'entreprise est contente et donc tout marche bien pour faire la suite derrière. J'imagine que chez Germain Monique, vous accompagnez aussi vos clients pour Tout à fait. intégrer. On s'inscrit dans la démarche de l'INRS et de l'AFNOR. Nous, ça commence par tout simplement la qualification du besoin du client. Tantôt, ils n'ont pas forcément le besoin qu'ils imaginent. Donc, nous, comme on sait pourquoi notre produit est fait et là où il va soulager, donc on commence par étudier le besoin. Souvent, on demande à nos clients de nous envoyer des vidéos, des photos de leur process pour se projeter, voir la typologie de mouvement. On va leur demander aussi le poids de ce qui est manipulé ainsi que la typologie de mouvement et les répétitions pour voir si notre produit justement est pertinent ou non, ou si c'est pour d'autres solutions chez ce client-là. Et après, on va se déplacer sur site. Et là, on fait une présentation du dispositif, donc avec le management, les opérateurs, le potentiel référent exosquelette, qui est une personne qui est très importante dans l'entreprise pour que cette technologie innovante soit utilisée sur le long terme. Et après, on fait une phase de test, donc sur un nombre différent d'opérateurs pendant X minutes, heures, pour valider que l'exosquelette est compatible avec le process et qu'il offre bien des avantages et soulage bien l'opérateur. Et suite à ça, on a une phase de diagnostic. Donc, dans notre exosquelette, on a des capteurs chez nous qui vont analyser en temps réel le process et l'ergonomie des mouvements. Donc, suite à cette phase de test, on est capable de dire quels sont les process où l'exosquelette a réellement un gain, vient réellement protéger, soulager la personne, et quels sont ceux où notre solution n'est pas pertinente. Donc, on a un retour, on va dire, des sensations de l'utilisateur quand il utilise l'exosquelette, et on a un retour factuel de ce que les capteurs ont analysé réellement sur les bénéfices ou non de notre solution sur les différents process qu'on a testés au sein de l'entreprise. Et vous n'avez qu'un modèle d'exosquelette. On a un seul unique modèle, tout à fait. Alors justement, comment choisir son modèle? Alors, comment choisir un modèle? Ça, c'est la question centrale du système. Il y a une dizaine d'années, il y avait très peu d'exosquelettes. Donc, le choix, c'est en gros, ça marchait ou ça marchait pas. On était un peu coincé. Je prends par exemple l'assister à quelqu'un qui va travailler les bras en l'air, par exemple. Sur le marché, il y a peut-être une quinzaine de solutions. Donc, lequel choisir? Bon, c'est toujours un petit peu la question centrale. Alors, moi, ce que j'ai fait, là, je suis en train de finir un outil de qualification d'exosquelette. Il y a 7 indicateurs, il y a 50 critères. J'ai qualifié 114 exosquelettes pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est un produit qui est interne SNCF, mais dès que j'en parle en externe, on me le demande en externe, donc je vais voir comment je vais pouvoir le faire. Et l'idée, c'est de se dire, mais effectivement, racontez-moi votre poste. Donc, j'ai demandé une rédaction d'explication du poste de travail avec les contraintes, etc., etc. Je vais utiliser un peu une technologie de traitement automatique du langage pour récupérer, voilà, si j'ai des tâches où je travaille les bras en l'air, j'ai mal aux épaules, etc. Tout ça, en traitement automatique du langage, on peut récupérer les contraintes et les éléments qui m'intéressent. Et donc, ça va précoder les critères sous l'angle contrainte du travail, et chaque exosquelette est qualifié par rapport à ces 50 critères. Alors, ça ne va pas me donner l'exosquelette qui va bien. Et volontairement, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent telle marque et d'autres une autre marque. Ah bon. Donc, moi, ça va me donner une liste potentielle d'exosquelettes. Et après, donc, pour chaque exosquelette, il y a une fiche qui est imprimée. Et donc, c'est un travail après collaboratif et participatif de tous les acteurs pour dire, on va plutôt prendre celui-là parce que, celui-là parce que. Et donc, c'est ça qu'ils vont faire. Et donc, ce travail est hyper important. Alors, dedans, dans cet outil de qualification, il y a toutes les caractéristiques techniques des exosquelettes, bien entendu, mais ça, c'est un seul indicateur. Et moi, j'en ai 6 autres derrière. Donc, j'ai un indicateur de complexité, ce qui est la partie technique. J'ai un indicateur d'assistance physique. J'ai un indicateur d'utilisabilité. J'ai un indicateur d'utilité objective. En gros, c'est suite à tout ce qui est test en laboratoire ou sur le terrain. J'ai un indicateur d'utilité subjective, le retour des agents, qui est très important. J'ai un indicateur sécurité et le dernier, un indicateur compatibilité, compatible avec l'individu, les tâches, le matériel, l'environnement et l'organisation. Donc, c'est assez complexe. Mais je pense que c'est ce genre d'outil, alors il pourrait y en avoir d'autres, ce n'est pas le souci, mais je pense que ce genre d'outil peut faciliter une priorisation de solutions, et après il faut aller trier dedans, il faut les chercher. Alors si nos lecteurs sont intéressés par votre fiche de critères, votre diagnostic, ils peuvent vous écrire et Oui, puis ils peuvent m'écrire, il n'y a pas de souci. Moi, je partage. Pourquoi? Parce que
La technologie exosquelette, même s'il a une dizaine d'années, c'est encore une jeune technologie. Il y a encore beaucoup à faire. Et puis, il y a encore et puis il y a beaucoup de jeunes dans les écoles d'ingénieurs et à l'université qui se lancent dans des projets comme ça. Donc moi, j'aime bien partager une partie de ce que moi j'ai pu développer. Pourquoi? Parce que quelque part, un fabricant avec qui je discute, ben, s'il tient compte de mes remarques et de mes conseils quand ils sont dans la phase de conception, moi, je n'y gagne rien. Par contre, celui qui va gagner, c'est mon agent en bout de ligne qui, un jour, quand il va utiliser l'exosquelette, ils auront intégré un critère. Je l'ai encore fait avec un exosquelette qui va sortir début d'année, où là, effectivement, ils ont tenu compte de 90% de mes remarques et la solution qu'ils m'ont présentée, elle est très intéressante. Voilà. Donc, effectivement, ceux qui veulent prendre contact avec moi, il n'y a pas de souci. Alors justement, si vous voulez contacter Lionel Giovanelli, inscrivez votre mail en commentaire sous la vidéo et je le transmettrai à Lionel. L'information est essentielle pour que les employés comprennent les avantages et le fonctionnement de leur exosquelette. C'est quand même assez intrusif comme appareil finalement. Comment forme-t-on les salariés à utiliser un exosquelette? Lionel? Alors, il y a 3 phases. La première phase, c'est pour moi le premier contact avec l'exosquelette. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir des fabricants distributeurs qui ont le discours non pas commercial, parce qu'on n'est pas là pour vendre avec un agent, on est là pour lui faire essayer le produit et que ça se passe bien. C'est trouver quelque part une certaine partie de l'adéquation entre le produit et la personne. Après, dans le contexte. Donc ça, c'est la première phase qui est importante. Une fois que cette phase de découverte elle est faite, il y a cette notion de formation hors situation de travail pour justement apprendre à le mettre, le régler, etc., pour que ce soit facile. Et après, il y a une notion de formation, bien entendu, en situation de travail, tout en sachant que quand on rajoute un exosquelette, de toute façon, il y aura une modification du travail de fait, puisqu'on rajoute un élément complémentaire. Et donc ça, il faut l'anticiper. Et pour l'anticiper, eh ben, ça se fait pendant la première phase de découverte de l'exosquelette, se dire ah oui, mais si j'ai ça, ça va me gêner pour faire ça. Ou si j'ai cet exosquelette, ben, pour là, je ne vais pas être gêné, mais je vais pouvoir faire différemment. Et puis, le fait d'apprendre à l'utiliser, on va pouvoir aussi anticiper l'organisation future, l'activité future probable. Et c'est tout ça qui rentre dans le projet, dans la démarche d'intégration des exosquelettes. D'accord. La formation chez Germaine Guenny, comment ça se passe? Alors déjà, on a une équipe dédiée donc de formateurs qui sont habitués à former, prendre le temps d'accompagner nos clients et les opérateurs chez nos clients. Ça commence par une partie en salle où justement, sans être dans les contraintes d'un atelier ou d'un entrepôt, on est en salle avec un petit groupe de collègues ou un par un, où on va commencer par s'approprier le dispositif. Donc faire connaissance, le toucher, le mettre, l'enlever plusieurs fois, trouver ses points de réglage, de confort, déjà trouver des automatismes, parce qu'à partir du moment où on le met 2 fois, 3 fois, 4 fois, on crée un automatisme avec le dispositif. Et une fois qu'on est à l'aise, bah, on va sur le terrain. Donc on prend son exosquelette, on l'installe, on désinstalle, et puis on va travailler comme d'habitude. Nous, ce qu'on recommande aussi au début, c'est que comme c'est nouveau, on va, qu'on aime ou qu'on n'éprouve pas forcément de confort, on va commencer par des courtes sessions d'utilisation. Nous, on recommande des sessions d'utilisation entre 1 à 3 heures maximum par jour ou tous les 2 jours, Ok. pour créer déjà une habitude, mais pas y aller trop fort d'un coup ou ne pas le mettre. Donc voilà, on a tout un processus d'accompagnement et derrière, nos clients ont accès à ce qu'on appelle nous un onboarding hub. Donc ils ont en fait une checklist. À partir du moment où ils reçoivent le carton avec l'exosquelette, de tout ce qu'il faut faire pour faire en sorte que l'exosquelette soit bien intégré en entreprise, avec des vidéos tutoriels de rappel, avec la mise en place des réunions hebdomadaires, parce qu'en fait, il y a la formation, mais il y a l'accompagnement. Donc il faut notamment en entreprise que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ils créent des réunions avec les utilisateurs et une personne ou 2 qui sont clés en entreprise, qui sont les référents. En fait, en entreprise, on va former surtout des référents qui vont devoir connaître par cœur le produit et pouvoir intervenir si une personne se plaint d'un inconfort, d'une gêne, d'être trop serré, pas assez serré, d'avoir trop de support, pas assez de support. Ça va être l'élément central et stratégique d'entreprise, ça va être ce référent. Donc il y a toute une méthodologie. Nous, on a essayé de la lister sur le site d'analyse de données qu'on appelle le Onboarding Hub, pour que les personnes puissent, même seules ou avec notre support, intégrer l'exosquelette, suivre la formation et le suivi du déploiement, avec toujours des repères et des cases à cocher pour être sûr qu'on aille dans le bon sens, dans la bonne direction. C'est déjà arrivé qu'un salarié finalement n'est pas à l'aise et ne trouve pas du confort avec un exosquelette? Ça arrive généralement. En fait, dites-vous que vous allez faire votre travail que vous avez l'habitude de faire comme si, je vais prendre l'exemple de notre produit, comme si vous aviez un sac à dos. Donc ce sac à dos, bah, il peut donner un peu de chaleur, un peu de frottement, du poids en plus, des mouvements qui vont nous gêner. Sauf que ce sac à dos peut vous permettre de compenser une partie de votre pénibilité ou de l'effort, de la fatigue que vous allez faire. Il y a des personnes,
vous leur mettez sur le dos instantanément, ils vont ressentir les bénéfices dans leur travail de ce que fait le produit. Et il y en a au début qui vont éprouver trop de contraintes et donc qui vont être gênés. Donc ça va être différentes façons de les manager, différentes façons de les suivre. Et c'est pour ça qu'il y en a où on va leur dire 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Il y en a peut-être où on va leur dire bah, commence par le mettre une demi-heure dans les périodes de la journée où tu es plus fatigué pour que tu ressentes plus les bénéfices. Et après, on monte petit à petit jusqu'à ce que l'exosquelette soit adopté. Très bien. Alors, les exosquelettes évoluent rapidement grâce aux avancées technologiques, hein, mais aussi grâce à une meilleure compréhension des besoins ergonomiques des utilisateurs. Euh, Quels sont l'exosquelette du futur? Sur quoi on va se diriger? Bah, on peut tout imaginer, hein. On est au tout début de cette technologie, même si on a énormément progressé là en l'espace de 5 ans. Pour ma part, moi, mes travaux de recherche, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour assister une fonction, de la manutention par exemple, ou travailler bras en l'air, mais on est là pour assister l'humain. Donc en fait, moi, je reviens un pas en amont, c'est-à-dire que moi, je me dis: «Bah, comment je peux assister un humain qui est en train de bouger?» tout simplement, parce que si j'arrive à l'assister quand il est en train de bouger, quand il va travailler, de toute façon, il sera assisté. L'inverse n'est pas forcément vrai. Typiquement, un exosquelette de manutention comme Germain Bionic, qui est un exosquelette qui fonctionne très bien, il est très bien pour faire de la manutention. En revanche, bah, quand j'ai pas de manutention à faire, l'exosquelette, bah, il me gêne un peu, donc je suis obligé de l'enlever. En revanche, si moi j'arrive à trouver à concevoir un exosquelette qui assiste la personne qui est en train de bouger, quand je fais rien, il n'est pas assisté, mais l'exosquelette ne gêne pas. Par contre, quand il va devoir manutentionner, il sera aidé. Alors, il sera assisté, pas forcément aussi bien ou aussi il sera peut-être pas motorisé, etc. Peu importe. Mais l'idée, c'est justement, c'est que il faut arriver à revenir sur l'humain. Ça, moi, j'y crois beaucoup, hein. Moi, à l'origine, je suis ergomotricien. Je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre la motricité au travail. Et il faut qu'on revienne à ça. C'est très important. Alors, le futur de Germain Bionic, ça ressemblera à quoi? Ah bah ça ressemblera à toujours un exosquelette ou plusieurs robotisés, de plus en plus compacts, de plus en plus légers, de plus en plus confortables, agréables, avec plus ou moins de puissance, toujours connectés, avec une intelligence artificielle toujours plus au service de l'humain. Le mot à la mode d'intelligence artificielle, nous, c'est pas compliqué, c'est sur base de machine learning. Donc en fait, chaque utilisateur, comme sur un téléphone, a un code PIN et une intelligence artificielle qui va analyser bah, ses mouvements. On n'a pas tous la même façon de se mouvoir. Oui. Et en fonction de l'analyse qu'aura fait l'intelligence artificielle, elle va donner un confort ou une assistance qui sera différente d'une personne à l'autre. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Lionel Giovanelli, je rappelle, vous êtes expert en nouvelles technologies d'assistance physique à la SNCF. Louis Darfeuille, responsable commercial France pour Germain Bionic. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. Un peu l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de NP l'émission. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite.